Bienvenue dans notre exploration du jour. On s'attaque à une question vertigineuse. D'où vient notre univers? On va essayer de décortiquer un peu la théorie du Big Bang. Effectivement. Et pour ça, on s'appuie sur un document très bien fait du CNS, le Centre national d'études spatiales français. Il résume un peu l'état de l'art scientifique. Exactement. Notre mission aujourd'hui, comprendre ensemble le scénario qui tient le mieux la route sur la naissance de l'univers il y a à peu près 13,8 milliards d'années. On va essayer de voir les étapes clés, les preuves qu'on a, et puis aussi les mystères qui restent, parce qu'il en reste. Ah oui. Alors justement, commençons par le commencement, si on peut dire. Comment tout ce qu'on connaît, les étoiles, nous, a pu émerger d'un état incroyablement concentré, plus petit qu'une tête d'épingle? Franchement, ça donne le tournis. Mais c'est vrai que les tout premiers instants, Oui. bah, ça défie encore notre compréhension directe. On n'a pas d'observation directe de ce moment-là. Alors parlons de cette naissance justement. La théorie nous dit, il y a 13,8 milliards d'années, tout l'univers qu'on peut voir aujourd'hui, il tenait dans un volume minuscule. Minuscule, oui, et dans des conditions absolument extrêmes. On parle de densité, de pression, de chaleur, on dit infini. Infini. En fait, c'est une façon de dire que nos modèles physiques actuels, là, ils calent. L'énergie concentrée à ce moment-là, c'est juste inimaginable. On ne peut pas du tout reproduire ça en labo. Et là, boum. Enfin, pas tout à fait boum, mais il se passe un truc fou. L'inflation. C'est ça. En une fraction de seconde, minuscule, l'univers se met à enfler, à grandir de manière exponentielle. Exactement. C'est l'idée de l'inflation. Une expansion phénoménale, bien plus rapide que la lumière à ce moment-là. Plus vite que la lumière. Oui, c'est une phase clé qu'on a ajoutée au modèle pour expliquer certaines choses qu'on observe aujourd'hui. Par exemple, pourquoi l'univers nous semble si homogène, si plat à grande échelle. L'inflation aurait en quelque sorte tout lissé. Comme quand on gonfle un ballon tout froissé, les plis disparaissent. C'est un peu l'idée, oui. Et c'est dans ce contexte complètement fou, d'expansion ultra rapide et de chaleur extrême, que les premières particules élémentaires apparaissent. Les briques de base de la matière. Voilà, les quarks, les électrons, les photons, les particules de lumière. L'univers est une espèce de soupe hyper chaude et dense de tout ça. Une soupe primordiale, qui va changer très vite ensuite, j'imagine. Ah oui, très vite. La suite, ça se joue en quelques minutes. L'univers continue de grandir, mais plus calmement que pendant l'inflation. Et donc il refroidit. Et ce refroidissement, il permet quelque chose d'essentiel. Oui, là on est dans les 3 premières minutes après le tout début. C'est incroyable, mais c'est là que ça se passe. 3 minutes, c'est fou. En 3 minutes, la température baisse assez pour que les protons et les neutrons, qui viennent de se former à partir des quarks, commencent à s'assembler. C'est la nucléosynthèse primordiale. La création des premiers noyaux d'atomes. C'est ça. Essentiellement des noyaux d'hydrogène. Bon, un proton seul, c'est déjà un noyau d'hydrogène, et d'hélium. Avec juste quelques traces d'autres choses comme le lithium. Donc, en 3 minutes, on a les noyaux, les ingrédients de base sont là. Les briques sont là, oui. Mais attention, l'univers à ce moment-là, c'est encore un brouillard opaque et brûlant. Ah, pourquoi opaque? Parce que les électrons, eux, sont encore libres. Il fait trop chaud pour qu'ils se lient au noyau. Et ces électrons libres, ils n'arrêtent pas de bousculer les photons, la lumière. Du coup, la lumière ne peut pas aller bien loin, elle est piégée. D'accord. Donc il faut attendre que ça refroidisse encore pour que la lumière puisse circuler. Beaucoup plus longtemps. Enfin, à l'échelle cosmique, il faut attendre environ 380 000 ans. 380 000 ans. Ah oui, quand même. Le refroidissement aussi, et autour de 380 000 ans, on passe un cap. La température descend sous les 3000 degrés Celsius. 3000 degrés, bon, c'est encore très chaud par rapport aux moins 271 degrés d'aujourd'hui, mais c'est décisif, c'est ça. C'est le moment clé qu'on appelle la recombinaison. Là, enfin, les électrons sont assez calmes pour être capturés par les noyaux d'hydrogène et d'hélium. Et hop, ça forme les premiers atomes neutres. La matière telle qu'on la connaît, en version simple, hydrogène, hélium. Voilà. Et la conséquence immédiate, c'est pour la lumière. Ah, si les électrons sont pris dans les atomes, ils ne bloquent plus les photons. Exactement. Le brouillard se lève d'un coup. Les photons ont la voie libre. Ils peuvent enfin voyager sur de longues distances sans être déviés. L'univers devient transparent. C'est incroyable. C'est ça, la première lumière de l'univers qu'on peut détecter, le fameux flash cosmique. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le découplage du rayonnement. Cette lumière émise à 380 000 ans, c'est le fond diffus cosmologique, le CMB, dont on reparlera. D'accord. Mais attention,
L'article du CNES dit que ce n'est pas le début de l'illumination permanente, c'est un flash et après. Après ce flash, l'univers redevient globalement sombre. Enfin sombre. Transparent, mais sans nouvelle source de lumière. Il n'y a pas encore d'étoiles. Ah oui, logique, il faut attendre les étoiles pour que ça se rallume vraiment. Voilà. Et pour ça, il faut laisser le temps à la gravité de faire son travail. La gravité. L'autre grande force en jeu. Tout à fait. Après la recombinaison, on a donc un univers rempli d'atomes d'hydrogène et d'hélium, mais ce n'est pas parfaitement uniforme. Il y a de toutes petites variations de densité, des zones un peu plus denses que d'autres. Des sortes de grumeaux initiaux. Oui, des grumeaux infimes, dont on voit d'ailleurs la trace dans le fond diffus cosmologique. Et la gravité va amplifier ces petites différences. Là où c'est un peu plus dense, ça attire plus de matière. Et ça commence à former des structures plus grosses. Exactement. Au fil des millions d'années, ces concentrations de gaz, surtout hydrogène et hélium, vont s'effondrer sur elles-mêmes sous leur propre poids. Ça va s'échauffer énormément au centre, Jusqu'à ce que. jusqu'à atteindre des températures et des pressions suffisantes pour démarrer la fusion nucléaire. Et là, les premières étoiles s'allument. Peut-être 100 ou 200 millions d'années après le Big Bang. L'univers se rallume. Et ces premières étoiles, elles sont super importantes. Pas juste pour la lumière. Oh oui, elles sont fondamentales. C'est dans leur cœur brûlant que vont se fabriquer les éléments chimiques plus lourds. Le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer. Tous les éléments dont nous sommes faits, nous et la Terre. Exactement. C'est la nucléosynthèse stellaire. Et quand les plus grosses de ces étoiles meurent en explosant en supernova, elles dispersent tous ces nouveaux éléments dans l'espace. Ça enrichit le gaz pour les étoiles et les planètes suivantes. C'est un cycle de création de matière. Et la gravité, elle continue de rassembler tout ça. Toujours. Elle assemble les étoiles en galaxies, puis elle regroupe les galaxies en amas, et les amas en superamas. C'est elle qui tisse cette immense toile cosmique qu'on observe avec ses filaments et ses grands vides. La gravité sculpte vraiment l'univers à grande échelle. Ok, on a une bonne image de comment l'univers a évolué depuis le début. Mais cette idée du Big Bang, elle ne s'est pas imposée comme ça facilement. Il y a eu débat, non? Ah oui, clairement. Il faut revenir un siècle en arrière, dans les années 1920. À l'époque, l'idée dominante, même pour Einstein, au début, c'était un univers statique, éternel, immuable. L'idée d'un commencement, ça semblait presque pas scientifique, hein? Voilà. Mais certains ont commencé à regarder les équations différemment. Dès 1922, un mathématicien russe, Alexander Friedmann, a montré que la relativité générale d'Einstein permettait des univers en expansion. Einstein avait même ajouté un terme, la constante cosmologique, pour forcer l'univers à être statique dans ses équations. Oui, ce qu'il a appelé plus tard sa plus grande bêtise. Et puis, il y a eu Georges Lemaître, Le physicien et abbé belge, lui, il va plus loin. beaucoup plus loin. En 1927, il retrouve aussi les solutions d'univers en expansion. Mais en 1931, il ose l'hypothèse géniale. Si l'univers grandit, c'est qu'il devait être plus petit avant. Si on rembobine le film, on doit arriver à un état hyper concentré, un atome primitif. L'idée fondatrice du Big Bang. Mais ça restait théorique. Purement théorique, oui. Il manquait la preuve par l'observation. Et c'est là qu'intervient Edwin Hubble, l'astronome américain. Hubble et son télescope. Oui, il observe que la lumière des galaxies lointaines est décalée vers le rouge, le fameux redshift. Il comprend que c'est parce qu'elles s'éloignent de nous. Et surtout, il montre que plus elles sont loin, plus elles filent vite. C'est la loi de Hubble, la preuve que l'univers est en expansion. Donc là, on a la théorie de Lemaître et la preuve de Hubble. L'affaire est dans le sac. Eh bien, pas tout à fait. L'idée d'un début absolu, d'une création, ça heurtait encore beaucoup de scientifiques. La théorie de Lemaître a mis du temps vraiment à être acceptée. D'ailleurs, le nom Big Bang, il ne vient ni de Lemaître, ni de Hubble. C'est une histoire assez drôle, ça, non? Ah oui, c'est une anecdote savoureuse. L'expression Big Bang, elle a été inventée en 1949 par Fred Hoyle, un astrophysicien britannique. Qui n'aimait pas du tout cette théorie. Pas du tout. Il défendait un autre modèle, l'état stationnaire. L'univers grandit, oui, mais il crée de la matière en continu pour garder la même densité. Pas de début. Et donc, pour se moquer de l'idée de Lemaître. Exactement. À la radio, sur la BBC, il a parlé avec dédain de cette idée de Big Bang, this Big Bang idea, pour la ridiculiser. Le grand boom. Aujourd'hui, ce modèle du Big Bang, c'est la base de tout en cosmologie. Qu'est-ce qui fait sa force au final? C'est qu'il explique énormément d'observations différentes et que les nouvelles observations, de plus en plus précises, le confirment et l'affinent. Aucune découverte majeure n'est venue le contredire pour l'instant.
Le CNES mentionne des missions spatiales comme le James Webb Space Telescope, le JWST. Oui, le James Webb, son job, c'est de regarder hyper loin, donc très tôt dans l'histoire de l'univers. Il essaie de voir la lumière des toutes premières étoiles, des toutes premières galaxies, pour voir si ça colle avec nos modèles de cette aube cosmique. Et la mission européenne ECLID. ECLID, elle, cartographie des milliards de galaxies pour mesurer très précisément comment l'expansion de l'univers a évolué au cours du temps. Ça nous renseigne sur l'énergie noire et la matière noire, ces trucs mystérieux qui semblent dominer l'univers. Ces données sont cruciales pour tester le modèle du Big Bang. Mais la preuve ultime, celle qui a vraiment tout changé, c'est le fond diffus cosmologique, le CMB. Ah oui, le CMB, c'est la pierre angulaire. C'est cette première lumière libérée à 380 000 ans quand l'univers est devenu transparent. Le modèle du Big Bang prédisait son existence. Et on la voit encore aujourd'hui, partout. Partout, oui. Sauf que l'univers s'est tellement étendu depuis que cette lumière qui était chaude nous arrive aujourd'hui très froide sous forme de micro-ondes. C'est comme un écho fossile de la naissance de l'univers, un rayonnement qui vient de toutes les directions. Une preuve incroyable venue du passé. Sa découverte, c'était prévu, ça? Son existence avait été prédite, oui, par Gamow et son équipe dans les années 40, mais sa découverte, en 1965, c'était un hasard total. Ah bon? Oui, deux ingénieurs américains, Penzias et Wilson, testaient une antenne pour les télécoms. Et ils captaient un bruit de fond, un léger souffle constant venant de partout. Ils ont tout essayé pour s'en débarrasser, ils ont même cru que c'était des fientes de pigeons sur l'antenne. C'est vrai cette histoire? C'est ce qu'on raconte. Et en fait, ils avaient trouvé le CMB sans le savoir. Ils ont fini par en parler à des physiciens qui, eux, cherchaient justement ce rayonnement. Et voilà, prix Nobel pour Penzias et Wilson. Une découverte par hasard qui change tout, et depuis, on l'a étudiée de près. Oh oui, surtout avec des satellites. COB, WMAP et le plus précis, le satellite européen Planck, entre 2009 et 2013. Planck a fait une carte hyper détaillée de ce rayonnement. Et cette carte, elle montre quoi? Qu'il est uniforme? Presque, mais pas tout à fait. Elle révèle de minuscules fluctuations de température, des zones un tout petit peu plus chaudes ou un tout petit peu plus froides, de l'ordre du 100 millième de degré. Et ces petites différences, elles sont importantes? Crucial, ce sont les graines des futures structures. Les zones un peu plus denses, un peu plus froides dans le CMB, ont attiré la matière et ont fini par donner naissance aux galaxies et aux amas de galaxies. L'étude précise de ces fluctuations nous donne des infos incroyables sur l'âge de l'univers, sa composition, sa forme. C'est une confirmation spectaculaire du Big Bang. C'est vrai que c'est solide, mais comme le dit l'article, ça ne répond pas à tout. Le Big Bang décrit super bien ce qui se passe après l'instant zéro, mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Ben voilà, on arrive aux questions fondamentales qui restent ouvertes. Qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Et même, est-ce qu'il y avait un avant? Est-ce que la question a un sens si le temps lui-même a commencé là? On touche aux limites de la physique. Exactement. On pense qu'il faudrait une théorie qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Une théorie de la gravité quantique, pour pouvoir décrire cet instant initial. On n'a pas encore ça. Donc ces idées, comme l'inflation, ça reste des hypothèses, même si elles expliquent bien ce qu'on voit. Ce sont des hypothèses très solides, très bien motivées, mais on ne peut pas les tester directement en recréant ces conditions en labo. C'est impossible. On cherche des preuves indirectes, des signatures qu'elles auraient pu laisser, par exemple dans le CMB. En gros, on a un scénario hyper cohérent pour 13,8 milliards d'années d'histoire, sauf pour la toute première fraction de seconde. Il reste du boulot pour les physiciens. Ah oui, il y a encore du pain sur la planche. Et ça montre aussi comment la science avance, face à des choses qu'on ne peut pas observer directement ou reproduire. On se base sur la cohérence, les prédictions. C'est un défi constant. Et après avoir regardé le début, on essaye aussi de deviner la fin. L'article parle de scénarios pour l'avenir de l'univers. Oui, en extrapolant ce qu'on observe aujourd'hui, surtout l'expansion accélérée de l'univers, tirée par cette mystérieuse énergie noire, on peut imaginer plusieurs destins possibles. Mais attention, c'est à très très long terme, des dizaines ou centaines de milliards d'années. Ce sont des spéculations basées sur nos connaissances actuelles. Alors il y a quoi comme possibilité? La mort thermique, le Big Freeze? Ça, c'est un peu le scénario favori actuellement. L'expansion continue, s'accélère même, tout s'éloigne, les galaxies finissent par disparaître de notre horizon, les étoiles s'éteignent les unes après les autres, l'univers devient de plus en plus froid, vide, sombre. Une fin un peu triste, quoi. Glacial même. Et l'inverse, c'est possible, le Big Grunge. C'est l'idée que la gravité pourrait finir par gagner.
Si l'univers était assez dense, ou si l'énergie noire changeait de comportement, l'expansion pourrait s'arrêter et s'inverser. Tout se recontracterait jusqu'à un effondrement final, un Big Bang à l'envers. Ça semble moins probable aujourd'hui, mais on ne l'exclut pas totalement. Et le dernier scénario, le plus spectaculaire, hein, le Big Rip, la grande déchirure. Oui, alors ça, c'est lié à une forme hypothétique d'énergie noire dite fantôme, qui deviendrait de plus en plus forte avec le temps. L'expansion accélérerait tellement que plus rien ne tiendrait ensemble. D'abord les amas de galaxies, puis les systèmes solaires, les planètes, les atomes. Tout serait littéralement déchiré. Radical, en effet. Donc notre destin cosmique dépend beaucoup de cette énergie noire qu'on ne comprend pas bien encore. C'est ça. Comprendre l'énergie moire et la matière noire qui forment 95% de l'univers, c'est le grand défi de la cosmologie actuelle. Bon, on a couvert pas mal de terrain, hein. 13,8 milliards d'années en accéléré. De cet instant zéro, presque impensable, à la première lumière, aux étoiles, aux galaxies, et jusqu'au scénario pour la fin des temps. Et avec cette preuve incroyable du fond diffus cosmologique. Et comme le rappelle le SNES, ça nous situe, nous, l'humanité, on est arrivé hyper tard dans cette histoire, plus de 13 milliards d'années après le début. Des nouveaux-nés cosmiques. D'ailleurs, petite question pour se repérer. Notre système solaire à nous, il s'est formé quand à peu près? Excellente question. Oui, pour nous ancrer un peu. Et c'est vrai qu'en pensant à ces échelles immenses, à ces questions sur l'origine qui restent ouvertes, ça amène à se demander, de manière plus personnelle peut-être, comment est-ce que cette vision cosmique, le fait de savoir qu'on est une petite partie d'un truc immense en évolution, comment ça influence notre façon de voir notre présent, notre propre vie? Bonne question pour terminer. De quoi réfléchir en effet. Merci beaucoup d'avoir exploré tout ça avec nous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.